Bonjour et bienvenue à l'épisode 205 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lheureux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et pour développer la croissance profitable et durable de votre organisation. Nous insistons souvent en agilité sur l'importance de faire de la place à d'autres parties prenantes dans la génération des inputs cherchant à définir le livrable imaginé ou attendu. Cette semaine, nous interrogeons François Chenby pour justement voir comment ajouter ces exigences métiers pour permettre de réussir à produire le ou les livrables attendus dans de bonnes conditions. Car si les usagers ou les clients expriment leurs besoins dans leur langage, les développeurs et les architectes de systèmes d'information ne sont pas là que pour les transcrire en langage métier, mais aussi pour s'assurer que le projet se construira sur des bases solides et qui ne seront pas désuètes après quelques années. Donnons donc la parole à un expert confirmé tant en matière d'agilité que de développement et d'architecture. Après un diplôme d'ingénieur à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, François a commencé sa carrière comme développeur, gagnant en expérience dans différents environnements. Après un passage en tant qu'architecte à la Banque de France dans les années pré-COVID-19, il travaille depuis 2020 dans le secteur de l'énergie comme architecte de systèmes d'information et d'applications. François est également un alumni de l'ESSEC dont il détient un diplôme de master en transformation digitale et son mémoire portait justement sur comment améliorer l'architecture logicielle dans les projets agiles. Comme l'architecture, c'est beaucoup de compromis et de choix, et comme chacun d'entre eux doit se baser sur un raisonnement plutôt que sur des a priori, François croit au pragmatisme et à l'étude pour constamment apprendre. Bonne écoute! Bonjour François. Bonjour. François, ma première question pour toi aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'agilité en ce début 2025? On entend souvent dire agile est mort, enfin on entend toutes sortes de choses, mais je voudrais l'entendre de ta bouche. Alors, moi je pense que c'est une définition en vrai sur l'agilité qui ne devrait pas changer avec le temps, parce que finalement c'est une définition assez simple et assez pragmatique. L'agilité, tout simplement, c'est 4 valeurs et 12 principes qui doivent guider la réalisation des projets. C'est les valeurs et les principes du manifeste agile. Oui. Même si c'est vrai qu'on a souvent tendance à minimiser l'importance des principes. On pourrait dire, je dirais qu'au cœur de l'agilité, on va trouver le développement itératif et incrémental. Oui. Itératif, l'équipe répète un cycle de développement complet sur une courte période, 2 semaines par exemple. Incrémental, parce qu'à chaque cycle, on va essayer d'ajouter de la valeur. Au lieu de recueillir toute cette valeur à la fin d'un développement qui serait beaucoup plus long. Et du coup, travailler en agile, finalement, c'est soit prendre une méthode clé en main, ça va être Scrum, Safe ou d'autres, ou ça va être d'utiliser ses propres process. Mais vraiment, à mon avis, ce qui est important dans la définition, la compréhension de l'agilité, c'est de ne pas perdre de vue le manifeste. Parce que sinon, on va appliquer une méthode et sans vraiment comprendre son fondement et on n'en tirera pas tous les bénéfices. Et quand on a discuté de ça dans le passé ensemble, comme consultant, moi, je comprends très bien ces questions on ne peut pas faire n'importe quoi dès le début d'un projet. Donc, ces questions-là d'architecture et d'architecture de système d'information sont assez importantes, voire même fondamentales, pour justement nous permettre peut-être même de l'agilité dans le futur. Hein. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que l'architecture d'un système d'une application ou d'un système d'information et en quoi est-ce que c'est important de le positionner dans l'approche agile ou dans le processus agile? Est-ce que c'est dans les 3 premiers sprints? Est-ce que c'est tout au long? Où placer ces considérations-là moi j'appellerais ça de construire une fondation saine pour qu'on puisse produire cette valeur-là? Alors, c'est une question multiple en fait. Je vais commencer par essayer de répondre à la première partie de ta question. Qu'est-ce que c'est que l'architecture système ? C'est plus compliqué à définir que l'agilité parce que l'architecture, ça a évolué avec le temps.
Ouais. Dans les années 90, on t'aurait dit l'architecture, c'est définir les fondements dans le sens ce qui va pas beaucoup changer dans ton application au cours du temps. Ouais. Maintenant, on veut pouvoir, dans le cadre d'un développement, particulièrement dans le cadre d'un développement agile, pouvoir modifier, changer ce qu'on avait pensé au préalable. Et du coup, cette définition-là, elle n'est pas appropriée. Moi, il y a une définition de Ralph Johnson que j'aime bien et que je paraphrase en disant « L'architecture, c'est les réponses aux questions importantes et nécessaires pour développer un projet dans de bonnes conditions. » Ouais. C'est une définition qui n'est pas forcément actionnable, mais qui, pour le coup, cerne, à mon avis, bien le concept. Ouais. Tu as une autre définition qui est plus issue des milieux, disons, normatifs, I3E ou TOGAF, qui va te dire l'architecture, c'est la description des composants d'un système, leurs interactions dans le système et en dehors, et les principes ont gouverné à leur réalisation. Ouais. Pareil, c'est pas non plus une définition très très pratique. En pratique, l'architecture, c'est souvent composé d'un découpage en grands blocs fonctionnels. Ouais. On commence par recueillir les besoins du métier, on rajoute ce qu'on appelle les NFR, les Non-Functional Requirements en anglais, les exigences non fonctionnelles, c'est-à-dire tout ce qu'on a besoin de mettre dans l'application, mais auquel le métier ne pensera pas forcément. Des questions de disponibilité, de sécurité, ce genre de choses. À partir de là, on choisit les grands blocs fonctionnels de l'application, leur topologie, le pattern, monolithe, microservice, layer, etc. On définit les communications entre les composants du système et avec les autres systèmes. Et enfin, on propose une implémentation technique. Quel langage, quel infra, est-ce qu'on va sur du cloud ou est-ce qu'on reste sur notre data center, ce genre de choses. Voilà. L'architecture, ça va être aussi le processus qui permet d'aboutir à cette description. Et à ce titre, c'est un processus, comme plein de processus qui sont à l'intérieur d'une organisation. Celui-ci, il a la particularité d'être au croisement, et ça rejoint la définition que je donnais tout à l'heure, d'être au croisement du processus pour réaliser une application. On va se retrouver entre le moment où on spécifie qu'est-ce qu'on veut faire et le moment où on code vraiment. L'architecture, ça vient entre les deux pour préparer le développement. C'est aussi dans le processus d'application de la stratégie, de la politique IT de l'entreprise. Parce que c'est nous qui choisissons l'implémentation technique et donc on se met en raccord avec la stratégie de l'entreprise. Après, dans le cadre d'un développement agile, est-ce qu'on le fait pareil ? Pas vraiment, parce que dans les développements agiles, de façon générale, on n'a pas une phase d'architecture où un architecte va avoir 15 jours, un mois pour réfléchir à l'architecture du projet, la confier à l'équipe de développement, éventuellement jeter un regard de loin, mais ne plus être acteur du développement par la suite. Là, dans une équipe, dans un projet agile, on ne fonctionne pas pareil. Dans un projet agile, il y a une phase de découverte qui prend place pendant que l'équipe est en train de se monter. Et à ce moment-là, l'architecte va définir, à mon avis, ce qu'on appelle l'architecture intentionnelle. Des vrais choix qui doivent être pensés, organisés, et qui doivent être faits avant le démarrage. Là, pour le coup, on ne peut pas y échapper. Et après, durant toute la vie du projet, il y a d'autres choix qui sont faits. On va parler là d'architecture émergente, parce qu'elle émerge au cours du projet. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'architecture intentionnelle et dans l'architecture émergente ? Ça dépend un peu du contexte, mais souvent on va retrouver la même chose. Typiquement l'implémentation technique. Si vous partez sur un projet JavaScript, Node, React, vous n'allez pas changer au milieu pour faire du Java PHP. Ça n'arrivera pas. Donc ça, c'est le choix qu'on fait dès le début. Le choix du pattern. Encore que ça, c'est plus discutable. Vous pouvez partir, par exemple, d'un monolithe modulaire et vous dire après coup, finalement, je pourrais passer sur un microservice. Voilà. Les choix des communications. On connaît pas forcément toutes les communications entre ce qu'on est nous en train de travailler et ce qui existe à côté. Par contre, on peut réfléchir mais dans mon contexte, comment ces communications se font ? Il y a des organisations, par exemple, qui ne jurent que par les échanges API. Il y a des organisations qui ne jurent que par la communication à travers un bus central ou à travers un échange de fichiers ou par des communications asynchrones. Mais ça, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que si on ne s'inscrit pas dans ce pattern-là, après, on n'arrivera pas à se coordonner avec les autres applications. Et de la façon que tu en parles, je veux réagir sur deux choses. L'architecture intentionnelle et l'architecture émergente, c'est exactement
Enfin, ça reflète, ça me fait écho à ce que Henry Mintzberg nous a dit en matière de stratégie. Il y a toujours une part de stratégie émergente qui se fait au jour le jour, hein, qui se fait au quotidien. Alors, et l'autre chose que tu me dis, c'est quand je t'entends parler, est-ce qu'on pourrait dire même que l'architecture d'un système serait le minimum viable product qui permet ensuite de passer à un mode itératif et incrémental tel que, entre guillemets, on le connaît? Alors, pas forcément, parce que, enfin, tout dépend ce que tu veux dire par minimum viable product. Pour moi, un MVP, c'est ce qu'on peut donner à un utilisateur pour qu'il nous donne un rendu. Ça ne va pas être le cas de l'architecture. Par contre, l'architecture, dans sa partie strictement intentionnelle, oui, ça pourrait être le minimum viable architecture qui permet de commencer à travailler. D'accord. Ouais. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est plus facile à faire pour une personne tout seul. Oui. Parce que, comment dire, il y a un certain nombre de choix qui doivent être faits, et c'est triste à dire, mais c'est beaucoup plus facile de faire des choix tout seul qu'en petit comité. Surtout que c'est des choix qui se font au début du projet, avec une équipe et des gens qui ne se connaissent pas forcément, et qui doivent d'abord trouver un mode opératoire pour travailler ensemble. Oui. Et comme on est pris par le temps, c'est pas forcément une bonne idée de se dire on va faire ça en réunion. Oui, et de la façon dont tu parles de ça, moi, j'étais resté sur ces questions d'architecture de système d'information, au niveau très macro, hein, comme consultant à une certaine époque. Mais de la façon dont tu en parles, c'est presque une organisation. Il y a l'organisation informationnelle, entre guillemets, et l'organisation humaine, et les deux doivent travailler, entre guillemets, ensemble d'une certaine façon. Oui. Ça me donne sujet à réflexion très riche, hein, je trouve que c'est très intéressant. Autre question, l'agilité, c'est très important. Une des valeurs importantes dans l'agilité, c'est ce principe d'auto-organisation des équipes. Hein, et aussi le fait que toutes les tâches de production, de management et de contrôle sont réparties uniformément dans l'équipe agile. Quid de l'architecture? Est-ce que ces questions d'architecture se retrouvent également réparties uniformément dans l'équipe, ou est-ce que là, on a besoin, un peu comme je te dis, minimum viable architecture. Est-ce qu'on a besoin d'un comité et de fonctionner un petit peu différemment avant de démarrer l'incrémentalité et l'itérativité au sens, entre guillemets, pur du terme? Ou est-ce que ça se fait en équipe auto-organisée? Est-ce que tout le monde va avoir cette graine de compétences ou cette compréhension des enjeux architecturaux au démarrage? Ou comment tu le vis, toi, et qu'est-ce que tu préconise? Alors, je dirais oui et non. Oui, excellente réponse. Ça peut marcher avec une équipe auto-organisée, tout dépend de l'équipe en question. C'est-à-dire que l'architecture, dans le sens informatique, c'est pas comme l'architecture dans la construction des bâtiments. C'est pas une spécialité à part. Okay. C'est pas une spécialité complètement hermétique des opérationnels. Les architectes sont souvent d'anciens développeurs. C'est mon cas, et c'est le cas en fait, de tous les architectes que je connais. Donc, c'est pas hermétique. C'est-à-dire qu'une équipe auto-organisée de gens expérimentés qui ont conscience des enjeux d'une architecture dans leur application peut très bien se passer complètement d'un architecte. Mais je dirais non, parce qu'avoir une personne dédiée à l'architecture, ça a aussi des avantages. Parce que tout à l'heure, je parlais du croisement de deux processus. L'architecte, c'est un peu la seule personne qui va essayer de défendre ces deux processus. À la fois faciliter la réalisation du projet, mais aussi faciliter la stratégie de l'entreprise. Si l'entreprise dit « nous, on veut sortir du cloud parce que ça nous coûte trop cher », et que l'équipe dit « ah ben non, nous, le cloud, c'est vraiment la solution vers laquelle on doit aller », il y a un moment, il faut arbitrer, et une équipe auto-organisée aura tendance, et c'est normal, à arbitrer en fonction de ses propres objectifs, sans forcément avoir à l'esprit les objectifs de l'entreprise, sans même forcément en avoir conscience d'ailleurs. Voilà. Après, dans un cadre agile, il y a quand même une évolution du rôle de l'architecte. Il ne peut pas se contenter de faire son travail comme il le fait dans un cycle en V classique. Notamment, il doit apprendre à co-construire l'architecture avec l'équipe. C'est-à-dire qu'il commence par faire l'architecture minimum intentionnelle dont on parlait avant, mais après, dans la vie, dans le cycle itératif, il y a encore des questions d'architecture qui vont se poser. Et donc, il doit toujours garder un pied dans le projet, même s'il n'est pas autant impliqué qu'avant. Mais du coup, durant cette phase-là,
il travaille conjointement avec l'équipe. Il faut qu'il co-construise l'architecture avec eux. Il faut qu'il soit capable de la documenter pour que l'équipe la comprenne et s'en empare, mais il ne pourra plus l'imposer. Ça ne marchera plus comme ça dans un cadre agile. Mais alors, on comprend bien, si on fait, si je reprends un peu les termes Scrum parce qu'ils sont un petit peu plus faciles à comprendre ou à appréhender que d'autres approches agiles, ceux qu'on retrouve dans d'autres approches agiles. Est-ce que l'architecture, c'est du ressort du product owner ou du Scrum Master, ou est-ce encore quelqu'un qui va se joindre à l'équipe et qui va en sortir après un certain temps? Parce que je comprends très bien cette pondération-là des intérêts, disons, stratégiques ou globaux, et la pondération des intérêts de l'équipe elle-même, voire même de l'usager ou de l'utilisateur final. Où est-ce que tu le places, cette fonction ou cette responsabilité architecturale, que ce soit de la faire ou de lui faire une place dans l'équipe Scrum, par exemple? Alors, dans un cadre Scrum, moi, je préconiserais que l'architecte soit considéré comme un membre de l'équipe, mais pas comme un membre à plein temps. D'accord. C'est-à-dire, ça ne peut pas être une partie prenante, parce qu'une partie prenante va être perçue comme trop distante. Et donc, quand une partie prenante, comme n'importe quelle partie prenante d'ailleurs, pas qu'un architecte, il dit il faut faire ça, l'équipe le perçoit soit comme une contrainte extérieure, soit quelqu'un d'extérieur qui parle et sans savoir. Et malheureusement, les architectes peuvent facilement avoir ce discours. Il ne faut pas se leurrer. Ça ne peut pas non plus, à mon avis, être le product owner, parce que, d'après mon expérience, les product owners ont plus une compréhension métier. Ils savent ce qu'il faut faire dans l'application, mais comment le faire n'est pas de leur responsabilité. Oui, je comprends. Si le product owner commence à se mêler d'architecture, il ne va pas tarder à devenir un chef de projet classique. Et c'est justement ce qu'on essaye d'éviter. Ça pourrait être le Scrum Master, mais même risque, si le Scrum Master commence à prendre des sujets d'architecture pour lui, il va petit à petit se muer en un chef de projet, et ce n'est pas non plus forcément ce qu'on souhaite. Du coup, à mon avis, la meilleure solution, c'est d'avoir l'architecte comme un membre de l'équipe. Sauf que, comme le travail même de l'architecte sur un projet, dans le moment où il est dans le cycle itératif, est moins important, ce serait un membre à mi-temps, à tiers-temps, à quart-temps. Mais ça reste un membre de l'équipe. Et d'ailleurs, ça aura aussi son rôle plus facile, parce que saisir les changements qui ont lieu à l'intérieur de l'application, pouvoir discuter facilement avec les membres de l'équipe, je veux dire, c'est des choses qui se font très facilement autour d'un café le matin, de façon plus compliquée si c'est dans des réunions, genre le sprint review, ce genre de choses. J'aime bien cette notion-là d'avoir un membre à temps partiel, entre guillemets, ou comme un consultant externe. Je vais réfléchir à ça. Je pense que c'est très important quand on commence à regarder ces choses, comment s'organiser, et surtout quand on va sortir du régime strict de développement logiciel. Juste un complément à ce que je disais avant. J'ai souvent entendu dire que mais oui, mais pour que quelqu'un soit membre d'une équipe Scrum, il faut qu'il soit intégralement dédié au projet. Et il me semble pas. Enfin, d'après mon expérience, c'est pas exact. On peut faire partie d'une équipe sans y être à plein temps, pour plein de raisons. Et j'ai jamais vu ça écrit où que ce soit dans le Scrum Guide ou dans les principes. On est d'accord. On est d'accord. On a vu une légende urbaine. C'est devenu. Une question un peu plus, on prend un peu de recul ici, l'impact de l'intelligence artificielle ou des LLM sur ces questions d'architecture de logiciels et de systèmes d'information. Qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal, ou comment est-ce que tu réfléchis à l'apport de ces innovations qui ont quelques années maintenant? Alors, je pense que l'IA va être un outil précieux pour certaines tâches. C'est-à-dire que, typiquement, les architectes font beaucoup de schémas. Voilà. Et il y a des tâches à l'intérieur des schémas qu'une IA pourrait faire, à mon avis, plus efficacement qu'un être humain. Typiquement, réorganiser les liens entre les objets pour qu'ils ne se croisent pas, pour que ça soit plus clair, etc. À mon avis, là, il y aura un apport de l'IA important. Tout ce qui va être rétro-documentation, tout ce qui va être comprendre qu'est-ce qui a été fait auparavant, là aussi, on va avoir, à mon avis, un grand apport de l'IA. Au-delà de ça,
je ne suis pas certain qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on puisse complètement remplacer les architectes par les IA. Ouais. Une autre définition de l'architecture qui m'arrive d'employer, c'est de dire l'architecture, c'est répondre aux questions que vous ne trouverez pas sur Google. Ouais. Et j'ai peur, je vois, peut-être à tort, mais je vois souvent l'IA comme un super Google quelque part. Ouais. Et comment dire, les architectes font beaucoup de choix qui sont issus du contexte dans lequel ils travaillent. Et c'est spécifique à leur contexte. Du coup, je ne suis pas certain qu'une IA, en se basant sur l'ensemble des contextes qui existent dans le monde, puisse fournir des choix aussi pertinents. Oui, comme un super Google ou un Google avec un post-processing, autrement dit, il fait la recherche, puis ensuite, il traite un peu l'information qu'il a trouvée sans... Bon, on fera pas un cours, on fera pas un podcast sur l'IA ici. D'après toi, quels sont les grands éléments ou les grands changements ou les éléments importants à prendre en compte dans le monde du développement logiciel en début 2025? Alors, l'IA dont on parlait à l'instant, Ouais. c'est vrai que on voit maintenant des apports de l'IA au niveau du développement. Ça permet finalement aux développeurs de faire beaucoup moins de code, ce qu'on appelle le boilerplate. Je ne suis pas bien sûr de savoir comment le traduire. Du code finalement répétitif et sans grande valeur ajoutée, mais qui est nécessaire pour que ça marche. Et ça, à mon avis, je pense qu'on va beaucoup bénéficier de l'aide de l'IA. Alors après, sur l'architecture elle-même, les sujets un peu chauds que j'ai vu passer, on parle beaucoup des microservices en ce moment, à tel point qu'on a tendance à le prendre comme une solution par défaut, et ça peut facilement être le marteau qui écrase la mouche. C'est des fois, quand on a une application simple, un simple système 3 couches fait largement l'affaire et nous simplifie la vie. Surtout que le terme de microservice n'est pas forcément très bien choisi. Quand on l'entend, les gens se disent « Ah oui, il faut que je fasse vraiment des tout petits services. » Alors qu'en fait, c'est pas conçu comme ça. Une application normale, ça va être 5-10 microservices, pas 100 000, parce que ça devient ingérable. L'autre sujet que j'ai pas mal vu passer, c'est les communications asynchrones. On est en train petit à petit de se dire on va remplacer les appels à des API REST par des échanges de messages asynchrones. Alors, ça offre des tas d'avantages, hein, on est d'accord. Le problème, c'est que pour un esprit humain, c'est beaucoup plus compliqué de comprendre une communication asynchrone et on va, à mon avis, tomber sur des effets de bord imprévus. Voilà. Après, on parle aussi encore du cloud, de la conteneurisation. C'est plus des sujets nouveaux, mais c'est quand même vraiment des sujets d'actualité, quoi. Ma dernière question, François, c'est je suis un dirigeant de PME. Je suis pas un spécialiste des technologies de l'information. Je comprends bien l'IA, la cybersécurité, tout ça. Qu'est-ce que tu me recommandes, tes recommandations, entre guillemets, pour les dirigeants, les cadres ou d'autres experts qui nous écoutent? Alors, concernant l'agilité elle-même, je dirais qu'il faut prendre garde à ne pas faire une transformation agile qui ne vise que les projets. Souvent, j'ai vu, particulièrement dans les grandes organisations, les équipes de développement sont dans des cycles agiles, sont dans des cycles itératifs, incrémentaux, etc., mais pas les phases amont ou les phases aval. Et donc, du coup, on se retrouve avec le paradoxe de dire « Ok, vous faites votre projet en agile, pas de problème, on est d'accord, c'est très bien. Par contre, pour qu'on vous débloque le budget, il nous faut une spec complète. » Ce qui est une contradiction. Et après, bon, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais du coup, on ne tirera pas tous les avantages de l'agilité. Après, dans le cadre plus spécifique d'une PME, il faut faire simple. Souvent, c'est un travers des ingénieurs comme moi. On a un marteau, le monde entier est un clou. On connaît des techniques, des solutions qui sont déployées et il y a des entreprises qui communiquent très bien sur les solutions qu'elles emploient, typiquement Google, Amazon. Tu as certainement entendu parler du modèle Spotify, par exemple. Voilà. Là, ça marche très bien pour Spotify. Maintenant, si vous êtes une PME, c'est peut-être pas le modèle le plus adapté. Voilà. Il faut se méfier des effets de mode et revenir sur les fondamentaux que sont le contexte dans lequel on travaille, quoi. OK.
Très bien. François, je te remercie beaucoup de t'être prêté à ce jeu de questions-réponses sur l'agilité et sur l'importance de l'architecture. Et je reviendrai peut-être avec toi avec d'autres questions quand j'aurai maturé un peu tout ça, parce que ce que tu nous dis quand même, mine de rien, il y a des choses ça remet en cause certaines visions ou certaines façons d'envisager les choses. Donc, je reviendrai vers toi pour essayer de clarifier ces choses-là. Je te remercie beaucoup. Eh ben, avec plaisir. Merci à toi pour ton temps. Et, merci à toi pour les questions qui, effectivement, sont intéressantes et amènent aussi forcément des réflexions. La réponse dépend de la question et quelque part, la question nous aide à progresser. J'espère que vous avez tous bien vu ce lien entre stratégie de système d'information et architecture de ceux-ci et de leurs composants applicatifs. Quand on parle d'alignement sur la stratégie de l'entreprise, nous venons d'entendre que c'est le rôle de l'architecte que d'assurer cette transcription de cette stratégie dans les systèmes d'information et également d'en assurer la rétroaction, à savoir le sens, la communication dans l'autre sens. Je retiens aussi cette notion d'architecture délibérée et cette notion d'architecture émergente et vous renvoie à l'épisode 188 avec Henry Mintzberg qui dit presque la même chose. Bien entendu, nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez consulter les notes au www.inteliaconsulting.com/200, épisode 205. D'ici peu, les notes détaillées et les références complémentaires seront offertes sur la communauté Innovation, Agilité et Excellence Pro, un espace unique où se retrouvent experts, praticiens et passionnés des sujets traités sur ce podcast afin d'apprendre, d'échanger et de collaborer pour développer leur capacité d'action stratégique. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine. À très bientôt.